Imaginez un matin d'hiver lugubre dans l'Angleterre médiévale, aux alentours de l'an 1300. Le givre s'accroche au toit de chaume d'une chaumière paysanne, et, à l'intérieur, une famille se blottit près d'un feu de foyer mourant. Le froid mord à travers leurs capes de laine élimées. Les visages des enfants sont creusés par la faim. Dehors, un père et son fils aîné s'aventurent dans le bois voisin, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Ils ramassent des branches tombées et du bois mort, choisissant avec soin des morceaux pour le combustible et peut-être pour réparer leur clôture brisée. Le bois appartient à la forêt du roi, techniquement parlant, mais ils possèdent un droit légal de le collecter, un droit appelé estover, reconnu par la loi et la coutume depuis des siècles. Cet acte de ramasser du bois de chauffage pour survivre à l'hiver était entièrement légal. Pourtant, si cette même famille tentait de le faire aujourd'hui en Grande-Bretagne moderne, elle serait arrêtée pour violation de propriété, probablement accusée de vol, et ferait face à des poursuites pénales. Ce qui était autrefois une stratégie de survie légalement protégée est devenu un crime. Dans cette vidéo, vous découvrirez le monde extraordinaire des droits communaux médiévaux. Un système complexe de privilèges légaux qui permettait aux gens ordinaires de chercher de la nourriture, de rassembler des ressources essentielles, de faire paître leurs animaux, de pêcher dans les cours d'eau et même de construire des maisons sur les terres communales. Nous voyagerons à travers l'évolution de ces droits, de la période anglo-saxonne jusqu'au mouvement catastrophique des enclosures, qui les ont transformés de droits légaux en infractions pénales. Vous découvrirez la Charte de la forêt, un document publié en 1217 qui accordait aux roturiers des droits explicites sur les ressources forestières et qui est resté loi anglaise pendant une période stupéfiante de 754 ans, mais qui est aujourd'hui presque oublié dans l'ombre de la Magna Carta. Nous explorerons les lois forestières brutales imposées après la conquête normande, la pratique du glanage qui est devenue une violation de propriété, et la tradition galloise de construire des maisons d'une nuit qui a évolué en squat illégal. En chemin, nous examinerons ce que ces droits perdus signifiaient pour la survie médiévale, comment leur criminalisation a dévasté la classe paysanne, et quels parallèles modernes révèlent notre propre relation à la propriété et à la survie. Pour les paysans médiévaux vivant en marge de la subsistance, les droits communaux n'étaient ni des commodités ni des luxes, ils représentaient la différence entre la famine et la survie. Un paysan adulte de sexe masculin avait besoin d'environ 2900 calories par jour pour subvenir à ses besoins lors de travaux agricoles brutaux. Pendant les hivers rigoureux, ou les années de mauvaise récolte, la capacité de ramasser du bois de chauffage dans la forêt, d'envoyer les porcs se nourrir de glands, de glaner les restes de céréales dans les champs récoltés, ou d'attraper du poisson dans les cours d'eau communs, pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des familles entières. Ce n'étaient pas des privilèges accordés par des seigneurs bienveillants comme des actes de charité, mais plutôt des droits coutumiers, ancrés dans le tissu même de la société médiévale, reconnus par la loi et défendus si nécessaire devant les tribunaux seigneuriaux. Et si votre capacité à chauffer votre maison, à nourrir vos enfants, ou simplement à survivre devenait illégale du jour au lendemain. Cette question, impensable pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, est devenue une réalité pour des millions de paysans anglais, alors que les mouvements des enclosures ont systématiquement criminalisé la survie elle-même. Bientôt, nous découvrirons comment cette transformation spectaculaire s'est déroulée, en examinant non seulement les mécanismes juridiques, mais aussi le coût humain mesuré en malnutrition, en déplacement et en destruction d'un mode de vie entier qui avait soutenu des communautés pendant plus de 1000 ans. Pour comprendre ce qui a été perdu, nous devons d'abord saisir ce qu'étaient réellement les communaux médiévaux. Le système des terres communales a émergé pendant la période anglo-saxonne, vers 450 de notre ère, se développant organiquement à partir de pratiques communautaires et de coutumes locales antérieures à la loi écrite. Contrairement à l'imagination populaire, les communaux n'étaient pas des parcs publics où n'importe qui pouvait se promener librement, ni des zones de non-droit chaotiques où les ressources disparaissaient par une exploitation incontrôlée. Ils représentaient plutôt des systèmes de gestion partagée des ressources
soigneusement réglementés, où des individus spécifiques détenaient des privilèges coutumiers pour utiliser certaines ressources de manière définie. Ces droits communaux existaient au sein du système seigneurial plus large. C'étaient des privilèges accordés par les nobles qui détenaient le titre de propriété légale de la terre, étendus aux tenanciers, et parfois aux roturiers libres qui vivaient dans les limites du manoir. La nature et l'étendue de ces droits variaient considérablement selon les régions, reflétant des siècles de traditions locales accumulées, de conditions environnementales et d'accords négociés entre les seigneurs et leurs dépendants. Les communaux fonctionnaient selon une réglementation stricte. Lorsque les populations augmentaient et que la pression sur les ressources s'intensifiait, l'accès était limité, restreint pour éviter la dégradation de la base de ressources. Un tenancier pouvait avoir le droit de faire paître du bétail sur un pâturage communal, mais le nombre d'animaux autorisés était généralement limité en fonction de la quantité de terre que ce tenancier détenait dans les champs ouverts. Il ne s'agissait pas de restrictions arbitraires, mais plutôt de systèmes sophistiqués de gestion des ressources développés à travers des générations d'essais et d'erreurs. Ici, nous devons affronter l'un des mythes les plus persistants sur les communaux médiévaux, la soi-disant tragédie des biens communs. Cette théorie, popularisée au XXe siècle par l'écologiste Gareth Hardin, suggérait que les ressources partagées s'effondrent inévitablement par la surexploitation, car les individus poursuivent leurs propres intérêts. Le travail de Hardin a été abondamment critiqué par les historiens comme étant fondamentalement inexact, car il n'a pas réussi à distinguer entre les véritables ressources communes dotées d'une gouvernance établie et les ressources en accès totalement libre, sans aucune règle. Les communaux anglais n'ont jamais été accessibles au grand public, seulement à certains individus ayant des droits hérités ou accordés. Les types et le nombre d'animaux que chaque tenancier pouvait faire paître étaient soigneusement limités en fonction de la reconnaissance de la capacité de charge de la terre. Les archives seigneuriales démontrent que de nombreux communaux ont perduré sans surexploitation systémique pendant des siècles avant les enclosures. L'application communautaire créait ce qui équivalait à des droits d'exclusion maintenus par des sanctions réputationnelles et des décisions de justice locale. Les communaux médiévaux étaient des régimes à accès limité, pas la foire d'empoigne que Hardin imaginait. La chercheuse Susan Jane Bugg Cox a soutenu qu'ils ne représentaient pas une tragédie, mais plutôt un triomphe des biens communs, un usage commun, réussi et maintenu pendant des siècles, jusqu'à ce que des forces externes, et non une défaillance interne, provoquent leur disparition. Explorons maintenant les 4 droits communaux essentiels, qui constituaient le fondement de la survie paysanne. Le premier était l'estover, le droit de ramasser du sous-bois et du bois d'œuvre à des fins domestiques. Il ne s'agissait pas d'une exploitation forestière illimitée. Les paysans pouvaient collecter du bois de chauffage provenant de petits arbres ou de branches tombées, ramasser du bois pour clôturer leurs petites parcelles ou obtenir du bois d'œuvre pour des outils essentiels et des réparations domestiques. Le nom dérive du français estauvoir, signifiant nécessité, ce qui capture parfaitement ce que ce droit représentait. Sans l'estovers, une famille paysanne manquait de combustible pour se chauffer et cuisiner. Dans les hivers anglais rigoureux, ce n'était pas simplement inconfortable, cela pouvait s'avérer fatal. Le droit était réglementé pour empêcher la destruction de la forêt. On ne pouvait pas simplement abattre des arbres matures à volonté, mais il fallait plutôt suivre des pratiques coutumières sur ce qui pouvait être pris et à quel moment. Le pannage représentait le droit de laisser les porcs se nourrir de glands et de faines tombés des arbres de la forêt. Ce droit saisonnier, généralement exercé entre septembre et novembre lorsque les faines tombaient, était absolument crucial car les porcs comptaient parmi les animaux les plus précieux que les paysans pouvaient se permettre d'élever. Un porc nécessitait beaucoup moins de pâturage que le bétail ou les moutons, pouvait être nourri avec les restes de la maison et le fourrage de la forêt, et fournissait des protéines essentielles pour la survie hivernale une fois abattu. Le porc était salé, fumé ou conservé d'une autre manière, et chaque partie était utilisée, rien n'était gaspillé. Pendant la saison du pannage, on pouvait voir les porchers du village conduire des groupes de porcs dans la forêt chaque matin et les ramener chaque soir, les animaux engraissant grâce à l'abondante fainée d'automne. Cette pratique était si fondamentale à la vie britannique
qu'elle s'est poursuivie pendant des siècles partout où les communaux ont survécu. Le tourbage accordait le droit d'extraire de la tourbe pour le combustible. Cela devenait particulièrement important dans les régions où le bois était rare, comme les tourbières et les zones marécageuses. La coupe de la tourbe était un travail laborieux. Les mottes devaient être coupées, empilées pour sécher, puis transportées à la maison, mais dans les zones sans bois adéquates. La tourbe fournissait la seule source de combustible viable pour la cuisine et le chauffage. Les blocs sombres et denses brûlaient lentement, fournissant une chaleur constante pendant les longues nuits d'hiver. Le droit de pêche englobait le droit de pêcher dans les eaux situées sur les terres communales. Cette source de protéines supplémentaires pouvait faire une différence significative dans le régime alimentaire paysan, en particulier pendant le carême et d'autres périodes où l'Église interdisait la consommation de viande. Les poissons capturés, que ce soit de la perche, du brochet, du gardon ou d'autres espèces d'eau douce, apportaient de la variété à un régime alimentaire autrement monotone, dominé par les aliments à base de céréales. Au-delà de ces 4 droits principaux, le système des communaux comprenait de nombreux privilèges supplémentaires qui, ensemble, formaient une stratégie de survie complète. Les droits de pâturage permettaient de faire paître le bétail, les moutons et les chevaux sur les terres communales, le nombre d'animaux étant strictement limité pour éviter le surpâturage. Certains communaux accordaient le droit de faire paître des oies, ce qui était important car les oies nécessitaient un moins de soins que le gros bétail mais fournissaient à la fois de la viande et des œufs. Les droits de cueillette permettaient de ramasser des fraises des bois, des mûres, des myrtilles et d'autres fruits pendant leurs saisons respectives. De petits ajouts au régime alimentaire qui fournissaient néanmoins des vitamines et de la variété essentielle. La collecte de combustible s'étendait au-delà de l'estoverse pour inclure la collecte d'ajoncs séchés, de genêts et d'autres matériaux combustibles. L'accès pour puiser de l'eau aux sources, ruisseaux ou étangs communs garantissait que cette nécessité la plus élémentaire restait disponible. Certains communaux permettaient quand même de cultiver des céréales sur diverses parcelles à des moments précis de l'année, selon des systèmes de rotation complexes. Ces droits n'étaient pas des concepts juridiques abstraits, ils représentaient les composantes de la survie elle-même. Considérez les besoins caloriques. Un paysan adulte de sexe masculin avait besoin d'environ 2900 calories par jour pour subvenir à ses besoins lors de travaux agricoles éreintants, tandis qu'une femme adulte en nécessitait environ 2150. Un paysan prospère du XIVe siècle pouvait consommer 2 à 3 livres de pain, 8 onces de viande ou de poisson ou d'autres protéines, et 2 à 3 pintes de bière par jour. Mais la plupart des paysans n'étaient pas prospères, et leur régime alimentaire était inférieur à cet idéal. Les droits communaux aidaient à combler le fossé nutritionnel entre ce que leurs petites parcelles pouvaient produire et ce que leur corps exigeait pour survivre. Pendant les hivers rigoureux où les réserves de céréales s'épuisaient, la capacité de faire paître une vache sur un pâturage communal signifiait du lait et du fromage pour les enfants. Lorsque les récoltes échouaient, la cueillette de baies, de noix et de champignons dans la forêt ou la capture de poissons dans le ruisseau fournissaient une subsistance essentielle. Les communaux fonctionnaient comme un filet de sécurité, un tampon contre les catastrophes imprévisibles qui menaçaient constamment la vie agricole médiévale. L'année 1066 marque l'un des grands tournants de l'histoire anglaise. Lorsque Guillaume, duc de Normandie, a vaincu le roi Harold à la bataille de Hastings et a revendiqué le trône d'Angleterre, il a apporté avec lui des concepts continentaux de seigneurie, de tenure foncière et de prérogatives royales qui allaient transformer fondamentalement la société anglaise. Guillaume Ier était un chasseur passionné, et son amour de la chasse allait avoir des conséquences dévastatrices pour la paysannerie anglaise. Il a introduit le concept de forêt royale, un terme qui ne signifiait pas nécessairement des zones boisées, mais désignait plutôt des réserves de chasse, soumises à des lois spéciales, conçues pour préserver le gibier et son habitat. L'étendue de ces forêts royales a atteint des proportions choquantes. À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, environ un tiers du sud de l'Angleterre était désigné comme forêt royale. À un moment donné, au cours du XIIe siècle, tout le comté d'Essex a été afforesté. La New Forest, dans le Hampshire, proclamée par Guillaume vers 1179,
couvrait environ 150 miles carrés de terre. À l'intérieur de ces vastes territoires, la loi forestière opérait en dehors du droit commun ordinaire d'Angleterre, créant ce qui équivalait à un système juridique parallèle, conçu uniquement pour protéger la chasse du roi. Le coût humain de l'afforestation fut immédiat et brutal. Lorsqu'une terre était désignée comme forêt royale, les villages et les églises existants qui se trouvaient à l'intérieur des limites pouvaient être démolis, leurs habitants déplacés pour faire place aux serfs du roi. La terre n'appartenait pas nécessairement au roi en termes de propriété. Une grande partie restait entre les mains de propriétaires fonciers privés. Mais elle tombait sous le coup de la loi forestière, quoi qu'il en soit, restreignant ce qui pouvait y être fait. Les paysans qui avaient exercé des droits coutumiers de ramasser du bois, de faire paître des animaux ou de défricher des terres pour la culture ont soudainement vu ces activités interdites ou sévèrement restreintes. La loi forestière était explicitement conçue, comme l'a dit un contemporain, pour ne laisser aux Anglais que leurs yeux pour pleurer. Les châtiments pour violation de la loi forestière étaient d'une sévérité effroyable, dépassant de loin les peines pour des infractions similaires en droit commun. Sous Guillaume Ier, le braconnage dans la forêt royale était un crime capital. Le simple fait de déranger un cerf, peut-être en l'effrayant, en ramassant du bois de chauffage, pouvait entraîner l'aveuglement ou l'amputation d'une main. Tuer un cerf, même pour nourrir des enfants affamés, pouvait conduire à l'exécution. Les méthodes d'exécution étaient parfois délibérément cruelles. La pendaison, la castration et l'aveuglement étaient courants. Mais certaines sources mentionnent des braconniers cousus dans des peaux de cerf puis chassés par des chiens. Ce n'étaient pas des menaces en l'air. Les tribunaux forestiers imposaient régulièrement ces peines, et les archives qui subsistent documentent de nombreux cas de mutilation et d'exécution pour des délits forestiers, qui sembleraient mineurs aux yeux modernes. La sévérité de la loi forestière servait un objectif clair, protéger le privilège des nobles au détriment de la survie des paysans. Les cerfs, les sangliers et autres gibiers étaient réservés exclusivement à l'aristocratie. Un noble pouvait chasser librement dans les forêts royales avec une licence appropriée, poursuivant les cerfs à travers les bois pour le sport et les loisirs. Mais un paysan qui tuait un cerf pour nourrir sa famille risquait la mort ou la mutilation. La cruauté de ce système devient encore plus frappante lorsque l'on considère que pendant une grande partie de la période anglo-saxonne avant la conquête, la chasse avait été plus accessible. Bien que certainement soumise à certaines restrictions, elle n'avait pas été gardée avec des peines aussi draconiennes. La loi forestière normande représentait une imposition spectaculaire de concepts féodaux continentaux sur la société anglaise. Cette injustice perçue a donné naissance à ce que les historiens appellent le récit du joug normand, le concept selon lequel la conquête normande a introduit une forme nouvelle et oppressive de féodalisme qui a écrasé la liberté anglaise. La question de savoir si la société anglo-saxonne était vraiment plus libre et plus égale que l'Angleterre post-conquête reste débattue parmi les historiens. Mais ce qui importe, c'est que les Anglais du Moyen Âge le croyaient. Ils voyaient la loi forestière comme une innovation législative grave, une imposition étrangère qui violait les droits traditionnels anglais. La conversion de vastes étendues de terre en réserve de chasse alors que les paysans mouraient de faim, à proximité semblait incarner tout ce qui n'allait pas avec le règne normand. Des peines inouïes comme l'aveuglement pour avoir tué un cerf choquèrent les contemporains. La conversion en masse de la New Forest et d'autres zones en terrain de chasse, avec des villages et des églises dévastés s'ils se trouvaient dans les régions désignées, a créé un ressentiment durable. Ce ressentiment a résonné à travers les siècles, contribuant aux révoltes paysannes et aux bouleversements politiques. La révolte des paysans de 1381, bien que déclenchée par des griefs immédiats concernant la fiscalité et les lois sur le travail, puisée dans des courants de colère plus profonds concernant l'accès restreint aux ressources et l'application sévère des lois protégeant les privilèges des nobles. La mémoire culturelle de la résistance aux lois forestières injustes a trouvé son expression la plus célèbre dans les légendes de Robin des Bois. La première référence claire à Robin des Bois apparaît dans le poème allégorique de William Langland, La vision de Piers Plowman, de la fin du XIVe siècle, où un personnage mentionne connaître des rimes de Robin des Bois. Les ballades médiévales authentiques sur Robin des Bois
Des poèmes comme Robin des Bois et le moine, Robin des Bois et Guy de Gisborne, et le Little Jest of Robin Hood ont émergé comme des expressions poétiques des aspirations populaires, pendant une ère turbulente de rébellion baroniale et de mécontentement agraire dans le nord de l'Angleterre. La question de savoir si Robin des Bois a jamais existé en tant que personnage historique reste incertaine. De nombreux chercheurs pensent qu'il représente un composite de hors-la-loi, de rebelles et de héros locaux, réels, tissés ensemble par des siècles de tradition orale en une seule figure légendaire. Mais la légende elle-même est profondément liée aux lois forestières médiévales et au ressentiment populaire à leur égard. Robin des Bois vivait dans la forêt de Sherwood ou de Barnesdale, opérant en dehors de la loi précisément parce que la loi protégeait les serfs du roi tandis que le peuple avait faim. Son vol aux riches pour donner aux pauvres incarnait une économie morale qui remettait en question le système de propriété appliqué par la loi forestière. Le pouvoir durable de la légende provient de sa cristallisation de griefs historiques authentiques, la tension entre la survie et la propriété, entre les droits coutumiers et la loi imposée, entre les besoins du peuple et les privilèges de l'aristocratie. En l'an 1215, des barons rebelles ont forcé le roi Jean à sceller la Magna Carta à Runnymede, un document qui est devenu légendaire en tant que pierre angulaire du gouvernement constitutionnel et de l'état de droit. La Magna Carta énumérait divers droits et limitations du pouvoir royal, mais elle répondait principalement aux préoccupations des barons et autres élites propriétaires terriennes. Pour le peuple, la Magna Carta offrait relativement peu d'avantages directs. Pourtant, la pression a continué pour un document qui répondrait aux griefs des roturiers, en particulier concernant l'accès aux ressources forestières. Le 6 novembre 1217, à la cathédrale Old St. Paul's de Londres, la charte de la forêt fut publiée en tant que document complémentaire à la Magna Carta. Alors que la Magna Carta traitait des privilèges baroniaux et des droits des classes possédantes, la charte de la forêt se concentrait sur quelque chose de sans précédent. Des droits explicites accordés au peuple, pas seulement aux nobles. C'était la première fois qu'un roi anglais accordait de tels droits aux roturiers, ce qui la rendait à certains égards plus révolutionnaire que la Magna Carta elle-même. Les dispositions clés de la charte traitaient des aspects les plus oppressifs de la loi forestière. La clause 10 abolissait la peine de mort et les mutilations pour les délits forestiers. Une réforme massive qui mettait fin aux peines horribles instituées par Guillaume le Conquérant et ses successeurs. Le braconnage n'était plus un crime capital. En 1244, lorsque Henri III publia une nouvelle version de la charte de la forêt, les braconniers ne risquaient plus que des amendes pécuniaires au lieu de la mort ou de la mutilation. Cela représentait une réduction spectaculaire de la violence de l'application par l'état de la propriété et des privilèges, reconnaissant que, quelle que soit l'importance que la noblesse accordait à sa chasse, cela ne devait pas coûter aux roturiers leur vie ou leurs membres. La clause 9 garantissait le droit de faire paître les porcs et le bétail dans la forêt, restaurant l'accès aux panages essentiels qui avaient été restreints sous la stricte loi forestière. Cela signifiait que les paysans pouvaient à nouveau conduire leurs porcs dans la forêt pendant l'automne pour les engraisser avec des glands et des faines, fournissant des protéines cruciales pour la survie hivernale. La clause restaurait une pratique qui avait été coutumière avant l'afforestation normande, mais qui avait été réduite ou éliminée dans de nombreuses forêts royales. La clause 12 affirmait le droit de récolter du miel et d'autres ressources de la forêt. Le miel sauvage représentait une source précieuse de douceur dans un régime alimentaire autrement dépourvu de sucre, et la cire d'abeille fournissait du matériel pour les bougies et d'autres usages. Mais la référence de la clause à d'autres ressources était délibérément large, englobant diverses formes de cueillettes qui avaient été interdites ou restreintes. Cela légalisait la collecte de baies, de noix, d'herbes et d'autres aliments sauvages qui pouvaient compléter le maigre régime paysan. La clause 13 permettait aux roturiers d'utiliser les petites rivières et les étangs à l'intérieur de la forêt, restaurant partiellement les droits de pêche qui avaient été éliminés ou sévèrement restreints. Le poisson fournissait des protéines essentielles, en particulier pendant le carême, et d'autres périodes où l'Église interdisait la consommation de viande. L'accès aux eaux forestières signifiait la différence entre un régime varié et une monotonie implacable.
Peut-être plus remarquable encore, la charte articulait un principe de gestion communautaire qui transférait la responsabilité du monarque aux communautés locales. Elle stipulait: tout homme libre peut désormais faire dans son bois ou sa terre un moulin, une garenne, un étang, une marnière ou un fossé, à condition que cela ne nuise à aucun voisin. Cette clause reconnaissait que les hommes libres avaient le droit de développer leurs terres et leurs ressources, comme ils l'entendaient, contraints uniquement par l'obligation de ne pas nuire à leurs voisins. Un principe qui donnait du pouvoir aux communautés locales, plutôt que de concentrer tout le pouvoir entre les mains du roi. La charte de la forêt accordait des droits à la nourriture, au combustible et à la terre, à un large éventail de la société médiévale, des barons jusqu'aux villageois ordinaires. Elle offrait une protection économique aux hommes libres utilisant la forêt pour la cueillette et le pâturage de leurs animaux. Elle autorisait ce qu'un historien a appelé le droit séculaire de gagner sa vie grâce à l'abondance des grands communaux sauvages. Ce faisant, elle est devenue un véhicule pour affirmer les valeurs des communaux contre le pouvoir de l'État et la marchandisation de la nature. Sa signification s'étendait bien au-delà de ses dispositions immédiates. Elle représentait une reconnaissance que la prérogative royale avait des limites, que le peuple possédait des droits que même le roi devait respecter, et que la survie primait sur le sport aristocratique. La longévité de la charte de la forêt témoigne de son importance. Elle était restée en vigueur de 1217 jusqu'à ce qu'elle soit finalement remplacée par la loi sur les créatures sauvages et les forêts de 1971, une période de 754 ans, ce qui en fait la loi la plus durable de l'histoire juridique anglaise. Pourtant, aujourd'hui, elle est largement oubliée, éclipsée par la renommée de la Magna Carta, bien qu'elle ait été, pour le peuple, sans doute le document le plus important. Lorsque les discussions modernes invoquent la Magna Carta comme un symbole des droits et des libertés, elles mentionnent rarement sa charte compagne qui a réellement étendu les droits aux gens ordinaires plutôt qu'aux seuls barons. Cette amnésie historique révèle en soi quelque chose d'important. Notre mémoire collective a privilégié les droits des propriétaires fonciers par rapport aux droits de survie du peuple. Après la moisson, lorsque la récolte principale avait été ramassée et que les champs étaient parsemés de chaumes, les membres les plus pauvres des villages médiévaux exerçaient un droit ancien, le glanage. Cette pratique permettait aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes et aux pauvres sans terre d'entrer dans les champs récoltés et de ramasser tout le grain qui avait été laissé derrière, tiges tombées, gerbes manquées, grains éparpillés. C'était un travail éreintant, se pencher et ramasser pendant des heures sous le soleil. Mais le grain collecté pouvait signifier la différence entre de la nourriture stockée pour l'hiver et la famine lorsque les mois froids arrivaient. Le glanage était reconnu dans le droit médiéval comme une activité légitime. Une loi française de 1554 autorisait explicitement les pauvres, les misérables, les démunis à glaner dans les champs récoltés. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, le glanage était compris comme un droit légal pour les cottagers, les résidents sans terre qui possédaient de petites chaumières mais peu ou pas de terres agricoles. La pratique était soigneusement réglementée par la coutume communautaire. Dans de nombreux villages, les cloches de l'église sonnaient à 8 heures du matin et à 7 heures du soir pour signaler le début et la fin des heures de glanage, garantissant que le glanage n'interférait pas avec les propres activités de récolte du propriétaire foncier. Ce n'est qu'après que la récolte principale fut terminée et que le propriétaire eut ramassé ce qu'il avait l'intention de prendre que les pauvres étaient autorisés à entrer dans les champs. Cela représentait une forme d'économie morale, une reconnaissance que les droits de propriété s'accompagnaient d'obligations sociales, que ceux qui contrôlèrent la terre devaient quelque chose à ceux qui ne possédaient rien. Les propriétaires fonciers acceptèrent le glanage non seulement par charité chrétienne, mais parce qu'il était compris comme un droit coutumier, ancré dans le tissu social de la vie villageoise. Les glaneurs ne prenaient que ce qui aurait autrement pourri dans les champs, et en retour, la stabilité sociale était maintenue. Les plus pauvres ne mouraient pas de faim, et les riches remplissaient leurs obligations envers la communauté. Cette conception a été brisée par une affaire judiciaire historique en 1788, Steele contre Houghton.
Le verdict du tribunal a fondamentalement redéfini le glanage, déclarant qu'il ne s'agissait pas d'un droit des pauvres, mais simplement d'un privilège que les propriétaires fonciers pouvaient choisir d'accorder ou de refuser à leur discrétion. Par conséquent, glaner sans la permission explicite du propriétaire constituait une violation de la propriété privée. Le propriétaire pouvait refuser totalement l'accès s'il le souhaitait, et les glaneurs qui entraient quand même dans le champ pouvaient faire face à des poursuites judiciaires. Cela représentait plus qu'une simple décision juridique technique, cela incarnait un changement fondamental dans la conception de la propriété. L'ancienne conception avait considéré la terre agricole dans un cadre d'obligation mutuelle, où les droits du propriétaire étaient assortis de responsabilités envers la communauté. La nouvelle conception, illustrée par l'affaire Steele contre Houghton, adoptait la propriété privée absolue. Tout ce qui se trouvait sur la propriété appartenait exclusivement au propriétaire, sans exception, sans obligation envers les pauvres, sans reconnaissance des droits coutumiers. Même le grain qui pourrirait dans le champ appartenait uniquement au propriétaire, et les pauvres n'avaient aucun droit sur celui-ci. Ce renversement juridique s'est produit précisément au moment où le mouvement des enclosures s'accélérait, privatisant les terres communales et éliminant les droits coutumiers à travers l'Angleterre. Le moment était dévastateur. Alors que les enclosures éliminaient l'accès aux ressources communes, le système juridique supprimait simultanément le droit de glaner, fermant les deux voies par lesquelles les pauvres sans terre avaient de compléter leurs maigres ressources. Les droits de propriété individuelle l'emportaient désormais sur les besoins de survie, et la loi appliquait activement cette nouvelle priorité. Ce qui avait été reconnu pendant des siècles comme une stratégie de survie légitime est devenu une violation de propriété criminelle, punissable par la loi. À l'ère moderne, le glanage équivaut à une violation de la propriété privée dans la plupart des pays développés. Il est illégal d'entrer dans les champs agricoles sans permission, que le propriétaire ait l'intention de ramasser les récoltes restantes ou qu'elles pourrissent simplement sur place. Dans la Grande-Bretagne contemporaine, vous ne pouvez pas légalement glaner du grain dans les champs récoltés. Aux États-Unis, des interdictions similaires s'appliquent. Les terres agricoles sont des propriétés privées et y entrer sans permission constitue une violation de propriété criminelle. Le glanage moderne n'existe que par le biais de programmes de bénévolat organisés, où les agriculteurs donnent explicitement des récoltes à des banques alimentaires ou à des organisations caritatives. Ce n'est pas un droit, mais plutôt de la charité, dépendant entièrement de la bonne volonté du propriétaire. Même la collecte de nourriture qui a été entièrement jetée, ce qu'on appelle familièrement le déchétarisme, est illégale dans de nombreuses juridictions, en vertu d'ordonnances municipales la traitant comme un vol ou une violation de propriété. La pratique du glanage a décliné à travers l'Europe tout au long du XIXe siècle, supplantée en partie par les technologies agricoles modernes qui récoltaient plus efficacement, laissant moins de restes, mais supplantée encore plus fondamentalement par des conceptions de plus en plus exclusives de la propriété. La notion que les pauvres pourraient avoir un quelconque droit sur les ressources d'une terre privée, même des ressources qui seraient autrement gaspillées, est devenue incompatible avec la conception absolue de la propriété privée, qui a fini par dominer la pensée juridique. Ce qui était autrefois un droit reconnu des pauvres, réglementé par la coutume et la pratique communautaire, s'est transformé en un crime contre la propriété. Le mouvement des enclosures représente l'une des transformations les plus significatives de l'histoire sociale et économique anglaise, restructurant fondamentalement le paysage, l'économie et la vie de millions de personnes. Les enclosures se sont produites en deux vagues majeures, un premier mouvement au XVIe siècle et une période ultérieure, plus étendue, d'enclosures parlementaires au XVIIIe et début du XIXe siècle. La période de pointe des enclosures parlementaires s'est située entre 1760 et 1820, une période concentrée de 60 ans au cours de laquelle près de 4000 lois d'enclosure ont été adoptées par le Parlement. Ces lois ont affecté environ 6,8 millions d'acres de terre, dépossédant les occupants d'environ 30% des terres agricoles à travers l'Angleterre. Pourtant, ce pic spectaculaire s'est construit sur des enclosures antérieures. Au début du XVIIIe siècle, les 2/3 des terres arables anglaises avaient déjà été encloses. Au début du XXe siècle,
environ 110 000 miles carrés avaient été enclos, un chiffre stupéfiant qui représente la majeure partie des terres communales médiévales d'Angleterre. Aujourd'hui, les terres communales ne représentent qu'environ 1,3 million d'acres, soit à peine 2,1% de la superficie totale de la Grande-Bretagne. Les mécanismes juridiques permettant les enclosures ont évolué avec le temps. La loi sur les enclosures de 1773 autorisait les propriétaires fonciers à pétitionner le Parlement pour l'enclosure de communaux spécifiques, exigeant théoriquement une forme de consentement des populations dépendantes. En pratique, ce consentement était souvent ignoré ou obtenu sous la contrainte, car ceux qui détenaient le pouvoir politique et économique contrôlèrent le processus. Plus tôt encore, la loi sur l'érection de chaumières de 1588 avait interdit la construction de chaumières sans au moins 4 acres de terre en pleine propriété attachée, une reconnaissance explicite que les autorités voyaient les chaumières érigées illégalement sur les terres communales comme un problème nécessitant une solution législative. Cette loi a rendu effectivement impossible pour les pauvres sans terre de s'établir de manière indépendante, fermant systématiquement les voies de sortie de la pauvreté, en empêchant les plus pauvres de construire des maisons sur les terres communales marginales. Pour la classe paysanne, les enclosures ont signifié une catastrophe. L'élimination des droits communaux a supprimé les ressources dont dépendaient les roturiers sans terre pour leur survie. Considérez la situation d'un cottager, quelqu'un qui possédait une petite maison et peut-être un acre ou deux de terre. Une telle personne ne pouvait absolument pas subvenir aux besoins d'une famille uniquement avec cette minuscule parcelle. L'accès aux communaux faisait la différence entre la survie et la famine. La capacité de faire paître une vache sur un pâturage communal signifiait du lait et du fromage pour les enfants. Le droit de ramasser du bois de chauffage sur les terres incultes signifiait du combustible pour la cuisine et le chauffage. Le privilège de laisser les porcs se nourrir en automne signifiait du porc conservé pour l'hiver. Les droits de glanage signifiant des céréales à stocker. Chacune de ces ressources, individuellement modestes, s'additionnait collectivement pour assurer la subsistance. Supprimez-les, et la position du cottager devenait intenable. La compensation offerte aux roturiers déplacés allait de l'inadéquat à l'insultant. Certains recevaient des terres alternatives de plus petite taille et de qualité inférieure. Peut-être une minuscule parcelle dans un endroit peu pratique, parfois sans accès à l'eau ou au bois, la rendant essentiellement inutile. D'autres recevaient des parcelles plus petites et moins arables que ceux à quoi ils avaient perdu l'accès par l'enclosure. D'autres encore étaient théoriquement autorisés à rester sur leurs parcelles, mais seulement à la condition qu'ils clôturent leur portion à leurs propres frais, un coût prohibitif que les pauvres cottagers ne pouvaient absolument pas se permettre, les forçant effectivement à quitter des terres que leurs familles avaient utilisées pendant des générations. Dépossédés des communaux, les travailleurs ruraux faisaient face à 3 sombres alternatives. Premièrement, ils pouvaient rester à la campagne comme fermiers locataires, travaillant une terre sur laquelle ils n'avaient plus aucun droit, réduits à des positions ressemblant au servage avec peu d'indépendance ou de sécurité. Deuxièmement, ils pouvaient émigrer vers le Nouveau Monde, abandonnant tout ce qu'ils connaissaient, entreprenant un voyage dangereux pour recommencer dans des terres inconnues. Troisièmement, ils pouvaient déménager dans les villes industrielles en plein essor, où ils faisaient face à la pauvreté urbaine, à des logements surpeuplés, à des conditions de travail dangereuses dans les usines et à un profond mécontentement social. Aucune de ces alternatives n'offrait quoi que ce soit qui s'approche de l'indépendance et de la sécurité que l'accès aux communaux avait fourni, aussi maigres qu'elles aient pu être. Les conséquences sociales des enclosures furent brutales et mesurables. Les divisions de classe se sont accentuées à mesure que les riches propriétaires fonciers accumulaient plus de terres et plus de richesses, consolidant de petites exploitations en grandes fermes privées, tandis que les pauvres devenaient plus pauvres et plus désespérés. Les terres qui furent saisies, car c'est bien de saisie qu'il s'agissait, quel que soit le mécanisme légal, furent consolidées et redistribuées, les agriculteurs ayant des relations politiques recevant les meilleures parcelles. La production agricole a augmenté de manière marquée, à mesure que les terres encloses étaient cultivées plus intensivement, en utilisant de nouvelles méthodes. Pourtant, paradoxalement, la malnutrition a également augmenté.
Ce résultat apparemment contradictoire devient compréhensible lorsque nous reconnaissons que plus de nourriture produite ne signifiait pas plus de nourriture accessible à ceux qui en avaient le plus besoin. Ceux qui avaient auparavant complété des régimes alimentaires inadéquats, avec des ressources communes, n'avaient plus un tel accès, et leur maigre salaire en tant que travailleurs ne leur permettait pas d'acheter une nutrition adéquate. La preuve de la baisse de la nutrition apparaît dans une statistique sinistre. La taille moyenne a diminué de manière significative entre 1760 et 1850, des études documentant des diminutions de plusieurs centimètres pendant cette période. Les recruteurs militaires de l'ère industrielle ont constaté que leurs recrues n'étaient pas aussi bien nourries que les recrues des périodes antérieures, plus agraires. La taille est un indicateur fiable de la nutrition infantile, et cette baisse spectaculaire révèle que la période des enclosures, malgré une production agricole accrue, a coïncidé avec une détérioration de la nutrition pour les classes laborieuses. Plus de nourriture était produite, mais une plus petite partie parvenait aux pauvres. Du point de vue de la classe ouvrière de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, les lois d'enclosure représentaient un appauvrissement systématique des petits agriculteurs et la destruction d'un mode de vie agraire qui avait soutenu des familles et des villages pendant des siècles. Les enclosures n'étaient pas vues comme une modernisation économique, mais comme un vol légal aux pauvres, la colonisation des terres incultes et leur culture réduisant la quantité de terres communales disponibles précisément au moment où la pression démographique augmentait. Combinées à des lois fiscales qui pesaient lourdement sur les pauvres, les enclosures ont créé une immense pression qui a fondamentalement transformé la société anglaise, créant un prolétariat sans terre totalement dépendant du travail salarié, sans ressources de secours. Cette transformation a préparé le terrain pour le capitalisme industriel, fournissant la masse de travailleurs nécessaires aux usines. Mais le coût humain s'est mesuré en communautés détruites, en indépendance perdue et en malnutrition généralisée. Au pays de Galles, une tradition remarquable connue sous le nom de Ti-un-nos, littéralement maison d'une nuit, incarnait à la fois le désespoir des pauvres sans terre et la persistance d'anciens concepts de droit foncier. La croyance voulait que si une personne pouvait construire une maison sur une terre communale en une seule nuit, cette structure appartenait au constructeur en pleine propriété. Des variantes de la tradition spécifiaient que pour établir le droit, la maison devait avoir un feu brûlant dans le foyer au matin, avec de la fumée s'élevant visiblement de la cheminée, preuve que la structure était véritablement habitable. Certaines versions ajoutaient que le constructeur pouvait étendre sa revendication de propriété en lançant une hache depuis chacun des 4 coins de la maison. La distance parcourue par la hache dans chaque direction définissait les limites de la nouvelle propriété. Ces maisons d'une nuit étaient à l'origine construites en tourbe et en terre, avec des toits de chaume grossiers, des matériaux qui pouvaient être assemblés rapidement. Une fois la revendication établie et la structure acceptée, les murs temporaires étaient progressivement remplacés par des matériaux locaux plus permanents, argile, pierre ou tout ce qui était disponible dans la région. La construction était généralement un effort communautaire. Les voisins se rassemblaient pour aider, comprenant que n'importe lequel d'entre eux pourrait avoir besoin d'une aide similaire à l'avenir. Cette action collective ne représentait pas seulement une coopération pratique, mais une compréhension partagée que les pauvres sans terre possédaient une certaine revendication légitime pour s'établir sur des terres marginales, même si cette revendication n'avait aucun statut juridique formel. La tradition du Ti-un-nos a prospéré principalement du XVIIe au XIXe siècle, une période marquée par l'expansion de la population galloise, combinée à une pauvreté et une pression foncière croissante dues aux enclosures. La tradition est née précisément de la crise de la pénurie de terre. Alors que les communaux étaient enclos et que l'acquisition légale de terre devenait impossible pour les pauvres en raison des lois fiscales établies par les propriétaires fonciers, des familles désespérées se sont tournées vers le squat sur des parcelles isolées, dans le pays de Galles rural. Des croyances similaires existaient dans l'Angleterre élisabéthaine, où la tradition populaire voulait qu'une maison construite en une nuit sur un terrain vague établisse un droit de possession non perturbé. Cette croyance donnait aux squatteurs le sentiment que leurs actions jouissaient d'une certaine légitimité, même si purement coutumière, basée sur ce qu'ils percevaient comme des codes de loi plus anciens, plus alignés sur la justice sociale que le joug normand qu'ils exécraient. Pourtant, la loi a systématiquement agi
pour supprimer même cette stratégie de survie désespérée. La loi sur l'érection de chaumières de 1588 interdisait la construction de chaumières, 104 acres de terre en pleine propriété assignée, reconnaissant explicitement le problème des chaumières érigées illégalement et tentant de les empêcher. Cela a rendu la construction de maisons d'une nuit explicitement illégale, bien que la pratique ait continué dans les zones reculées où l'application était difficile. Le concept juridique sous-jacent à la tradition du ti ou nos avait des racines anciennes. La prescription acquisitive est née dans l'Angleterre médiévale comme solution au manque de registres écrits documentant la propriété foncière. Le principe permettait aux individus qui occupaient ouvertement une terre de manière continue pendant une période spécifiée d'en revendiquer la propriété, sur la base du concept de droit commun de saisine, signifiant la possession de la terre. La loi sur la prescription de 1623 a établi que les actions pour récupérer des terres avaient des délais, après lesquels les revendications devenaient nulles. La loi sur l'entrée par la force de 1381 a établi une présomption contre la reprise de possession par la force sans une ordonnance du tribunal, protégeant ceux qui étaient en possession contre une dépossession violente. Au fil du temps, ces principes ont évolué pour devenir la doctrine moderne de la prescription acquisitive, qui au Royaume-Uni exigeait 12 ans pour les terres non enregistrées et 10 ans pour les terres enregistrées. Cependant, la loi sur l'enregistrement foncier de 2002 a rendu la prescription acquisitive de terres enregistrées extrêmement difficile, mettant essentiellement fin à la possibilité d'acquérir une propriété par une longue occupation. Finalement, en 2012, le squat dans les bâtiments résidentiels est devenu carrément illégal en Angleterre et au Pays de Galles, passible de jusqu'à 6 mois de prison, d'une amende de 5000 livres, ou des deux. L'arc du développement juridique trace clairement depuis la reconnaissance médiévale que l'occupation établissait des droits, en passant par une restriction progressive, jusqu'à une interdiction complète moderne. Ce qui était autrefois compris comme un moyen légitime pour les pauvres sans terre de s'établir, a été redéfini comme du squat criminel, passible de poursuites. L'eau représentait à la fois une nécessité et une source de pouvoir dans l'Angleterre médiévale, et son utilisation était soigneusement réglementée par un système complexe de droits et d'obligations. Les moulins à eau, essentiels pour moudre le grain en farine, appartenaient généralement à des seigneurs, des églises, des monastères ou des corporations municipales. Les meuniers eux-mêmes détenaient souvent le contrôle à vie ou générationnel de moulins spécifiques, mais devaient un loyer aux propriétaires. Le droit commun a établi des droits riverains, qui donnaient aux propriétaires dont la propriété bordait des cours d'eau certains droits sur le débit de l'eau. Cependant, le privilège de moulin représentait un droit exceptionnel, la capacité de barrer un cours d'eau pour créer la force hydraulique nécessaire pour faire tourner la roue du moulin. Cela interférait avec le débit naturel, affectant potentiellement les utilisateurs en aval, mais était reconnu comme nécessaire pour la meunerie. Les propriétaires fonciers étaient autorisés à retenir l'eau par des étangs, à condition que cela ne nuise pas indûment à ceux en aval. Ce principe d'utilisation équilibrée, ancré dans des précédents médiévaux, apparaît dans des affaires judiciaires du XIIIe siècle qui protégeaient l'accès des propriétaires fonciers aux cours d'eau adjacents contre les nuisances en amont, telles que les barrages ou les moulins, qui modifiaient substantiellement le débit. La conception médiévale reconnaissait l'eau comme une ressource partagée, nécessitant une négociation entre des utilisateurs concurrents, plutôt que comme quelque chose soumis à la propriété absolue d'une seule partie. Les droits de pêche suivaient des schémas similaires d'accès contrôlé. La plupart des droits sur les pêcheries d'eau douce prenaient sa forme de commun de pêche, essentiellement un arrangement de partage seigneurial similaire à celui régissant les champs communaux. Plusieurs individus détenaient des droits coutumiers de pêcher dans des eaux spécifiques, le nombre et les types de poissons que chacun pouvait prendre étant parfois réglementés par la coutume. Fait intéressant, les droits privés de pêche en eau salée dans les zones de marais, y compris la récolte de coquillages, ont en fait été abolis dans la Magna Carta elle-même. Ces droits privés ont été remplacés par le droit public de pêche anglais dans les eaux de marais.
un rare exemple de la Magna Carta élargissant réellement l'accès, plutôt que de le restreindre. Les barrages construits pour les pêcheries étaient considérés comme une nuisance en droit commun, à moins qu'il n'ait été accordé par la couronne avant 1272, indiquant que les structures de pêche permanentes nécessitaient une autorisation spécifique, plutôt que d'être librement disponibles. Pour les paysans médiévaux, la pêche fournissait un complément protéique crucial à un régime alimentaire autrement dominé par les céréales, les légumineuses et la viande occasionnelle. Le poisson était particulièrement important pendant le carême et d'autres périodes de jeûne, où l'Église interdisait la consommation de viande. Différentes espèces étaient disponibles selon les saisons, et la connaissance de l'endroit et du moment où pêcher faisait partie de la sagesse accumulée transmise de génération en génération. L'accès aux eaux de pêche par le biais des droits de pêche ou du commun de pêche pouvait signifier la différence entre une nutrition adéquate et une carence pendant les longs hivers où d'autres sources de protéines étaient rares ou chères. Les réglementations modernes sur l'eau ont considérablement réduit même les droits des propriétaires riverains. Aux États-Unis, la loi sur la qualité de l'eau de 1972 exige des permis pour les activités affectant les zones humides et les cours d'eau, soumettant l'utilisation de l'eau à une réglementation fédérale. La directive cadre sur l'eau de l'Union européenne de 2000 évalue l'état écologique des masses d'eau de surface et impose diverses restrictions. Alors que l'approvisionnement en eau peine à suivre la demande humaine, des permis sont de plus en plus nécessaires pour des usages qui étaient autrefois considérés comme des droits inhérents à la propriété. Les pouvoirs des propriétaires riverains sur les eaux adjacentes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a même quelques décennies, et encore moins ce qu'ils étaient à l'époque médiévale. La pêche est passée de la même manière d'un droit commun à un privilège réglementé. Dans la plupart des juridictions aujourd'hui, la pêche nécessite des permis délivrés par l'État. Les propriétaires privés contrôlent sur l'accès à la pêche sur leurs terres, et même dans les eaux publiques, des réglementations détaillées spécifient quelles espèces peuvent être capturées, à quelle saison, en utilisant quelle méthode et en quelle quantité. Ce qui était autrefois des droits communs exercés par les paysans pour compléter leur régime alimentaire est maintenant soumis à une réglementation étatique complète et à la propriété privée. Cela reflète un schéma plus large que nous avons tracé tout au long de ce parcours. La transformation des droits communautaires coutumiers en contrôle étatique et privé, éliminant les espaces où les pauvres complétaient autrefois leurs ressources. Les forêts médiévales fournissaient une nutrition essentielle précisément lorsque les cultures agricoles échouaient ou étaient insuffisantes. Les communautés paysannes ont développé une connaissance approfondie de leur environnement, comprenant quelles plantes étaient comestibles, lesquelles avaient des propriétés médicinales, où différentes espèces pouvaient être trouvées et quand elles mûrissaient. Cette connaissance n'était pas écrite dans des livres mais transmise oralement de génération en génération. Les mères enseignant à leurs filles, les pères à leurs fils, et les aînés partageant la sagesse accumulée. Les baies offraient une variété saisonnière, les fraises au début de l'été, les mûres à la fin de l'été, les myrtilles selon la région et l'altitude. Les noix représentaient des récoltes d'automne cruciales. Les noisettes, les noix et les châtaignes fournissaient des calories concentrées et pouvaient être stockées pour la consommation hivernale. Les champignons, lorsqu'ils étaient correctement identifiés, offrirent des protéines et des nutriments précieux qui étaient autrement rares. Les herbes et plantes sauvages servaient à la fois à aromatiser le régime monotone à base de céréales et comme médicaments pour divers maux. Pendant les années de vaches maigres, lorsque les récoltes échouaient et que les stocks de céréales s'épuisaient, la cueillette devenait non pas complémentaire, mais essentielle. Les paysans étaient parfois contraints de moudre des glands en farine pour faire du pain, un processus laborieux, nécessitant un lessivage pour éliminer les tanins amers, mais préférable à la famine. Cette cueillette reflétait une ingéniosité et une adaptation remarquable chez Poptuaraus à la pénurie, la capacité d'extraire la nutrition du paysage lorsque l'agriculture conventionnelle échouait. Il ne s'agissait pas simplement d'errer dans les bois et de cueillir tout ce qui semblait comestible. Une cueillette réussie exigeait une connaissance approfondie, une observation attentive et une compréhension des schémas saisonniers et des effets du temps sur les plantes sauvages.
Les femmes et les enfants servaient souvent de principaux cueilleurs pendant que les hommes effectuaient les lourds travaux agricoles. Cette division du travail selon le sexe signifiait que les femmes développaient et transmettaient une grande partie des connaissances botaniques détaillées. Les enfants apprenaient en accompagnant leur mère et leur grand-mère, absorbant progressivement les informations complexes nécessaires pour cueillir avec succès et en toute sécurité. Le rythme saisonnier de la cueillette était intrinsèquement lié au calendrier agricole, s'insérant dans les périodes où le travail des champs était moins pressant. En vertu de la loi forestière réformée par la Charte de la forêt en 1217, certains droits de cueillette étaient garantis. La clause 12 protégeait le droit de récolter du miel et d'autres ressources, légalisant la collecte d'aliments sauvages. Cependant, des restrictions subsistaient sur ce qui pouvait être pris. Les espèces protégées, en particulier les cerfs du roi et certains animaux de gibier, étaient absolument interdites, les peines pour le braconnage restant sévères même après l'abolition de la mort et de la mutilation. D'autres restrictions régissaient la coupe du bois, le défrichage des terres et diverses autres activités. L'équilibre entre les besoins de survie et les privilèges de chasse des nobles créait des zones grises dans la loi, et l'application locale variait considérablement selon la région et le seigneur ou l'officier forestier en charge. Les droits coutumiers avaient souvent plus d'importance en pratique que la loi écrite, les communautés défendant les pratiques de cueillette traditionnelles, même lorsque celles-ci n'étaient pas explicitement documentées. Le paysage juridique moderne de la cueillette présente un patchwork déroutant qui varie considérablement selon les juridictions. Aux États-Unis, différentes catégories de terres fédérales ont des règles différentes. Les parcs nationaux interdisent le prélèvement de tout élément naturel, y compris les plantes, sans permis. Cela signifie que même cueillir des baies ou ramasser des espèces communes est généralement illégal dans les parcs nationaux. Les forêts nationales sont plus permissives, autorisant généralement la collecte à usage personnel sans permis, bien que des limites de récolte restreignent généralement les individus à entre 1 et 5 gallons par personne et par jour, variant selon la forêt spécifique. Les terres du Bureau of Land Management ont tendance à être plus indulgentes envers l'usage personnel, bien que la récolte commerciale reste interdite sans autorisation. Les lois des États ajoutent une autre couche de complexité. Chaque État maintient ses propres réglementations, et celles-ci varient considérablement. Certains autorisent la cueillette occasionnelle de baies, mais interdisent de déterrer des racines ou de collecter des champignons. D'autres restreignent toute collecte, à moins d'être autorisée par un permis. L'Oregon, par exemple, autorise la cueillette de champignons dans les forêts d'État, bien que la collecte commerciale nécessite des permis. Les parcs de l'État de New York interdisent totalement le prélèvement de plantes, tandis que les forêts d'État peuvent autoriser un usage personnel limité. La ville de New York rend la cueillette illégale dans tous ses parcs, y compris Central Park, une règle qui surprend de nombreux résidents, ignorant que cueillir une pomme d'un arbre dans le parc viole techniquement la loi. À travers ce patchwork, une distinction claire existe entre la consommation personnelle et l'activité commerciale. La collecte commerciale nécessite des permis et des frais pratiquement partout, reflétant une préoccupation concernant la surexploitation et garantissant que ceux qui profitent des ressources publiques contribuent à leur gestion. Mais même la cueillette personnelle fait face à des restrictions croissantes, car les agences de gestion des terres s'inquiètent des impacts cumulatifs d'un grand nombre de cueilleurs. Au Royaume-Uni, le cadre juridique diffère, mais aboutit à des restrictions similaires. La loi sur le gibier de 1831 a fait de la violation de propriété lors de la recherche de gibier une infraction, et la chasse ou la pêche sans permission constitue une violation de propriété. Le braconnage, la chasse ou la capture illégale d'animaux sauvages sur une propriété privée reste une infraction pénale. Parce que la plupart des terres en Grande-Bretagne sont des propriétés privées, la cueillette nécessite la permission du propriétaire. Bien que les gens puissent cueillir des champignons et des baies là où c'est explicitement autorisé, le statut juridique reste flou dans de nombreuses situations, créant un effet dissuasif où les gens évitent de cueillir par crainte de conséquences juridiques. La Scandinavie présente une exception frappante qui prouve ce qui est possible. L'Allemansrätten suédois, ou droit de tout un chacun,
a été inscrit dans la Constitution en 1994, bien que la coutume remonte à l'époque médiévale et ait été adoptée comme loi statutaire en 1974. La maxime directrice est simple: ne pas déranger, ne pas détruire. En vertu de l'Almansret, les gens peuvent faire de la randonnée, du jogging, du vélo, du kayak, nager, skier, monter à cheval et planter des tentes presque n'importe où, à condition de respecter les résidences privées et les terres cultivées. Fait crucial, ils peuvent cueillir des fleurs, des baies et des champignons, à l'exclusion des espèces protégées. Les gens peuvent même faire des feux, lorsque les conditions sont sûres. Les seules restrictions importantes sont de rester à l'écart des résidences privées et d'un voisinage de 70 mètres autour des habitations, d'éviter les terres cultivées pendant les saisons de croissance et de respecter les espèces protégées. La Finlande et d'autres pays scandinaves maintiennent des droits similaires. Dans certains cas, les gens peuvent même cueillir à des fins commerciales, et tous les revenus provenant des aliments sauvages sont exonérés d'impôts sur le revenu. Cela représente la survie de droits communaux de style médiéval à l'ère moderne, prouvant que des modèles alternatifs restent viables. L'expérience de la Suède démontre que l'accès public à la nature pour la cueillette et les loisirs ne conduit pas à la tragédie des biens communs que les sceptiques prédisent. Au contraire, des normes culturelles de respect et de responsabilité, combinées à des principes clairs sur le fait de ne pas déranger ou détruire, permettent à l'utilisation partagée des ressources de se poursuivre avec succès. Nous avons retracé une transformation remarquable à travers les siècles. Le passage du droit légal à l'infraction pénale, de la coutume protégée à la violation de propriété poursuivie. Ce que les paysans médiévaux tenaient pour acquis, le droit de ramasser du bois de chauffage dans la forêt, d'envoyer les porcs se nourrir de glands, de glaner les restes de céréales dans les champs récoltés, d'attraper du poisson dans les cours d'eau communs, même de construire des maisons sur des terres marginales, toutes ces stratégies de survie sont devenues illégales. Les mécanismes juridiques ont varié. Les lois d'enclosure qui ont privatisé les terres communales, les décisions de justice comme Steele contre Houghton, qui ont redéfini les droits coutumiers comme de simples privilèges, les réformes de la loi forestière qui ont augmenté, plutôt que diminué les restrictions, et les réglementations modernes qui criminalisent des activités que nos ancêtres pratiquaient librement. L'impact cumulatif a été stupéfiant. Entre 1750 et 1820 seulement, environ 30% des terres agricoles ont été dépossédées de ceux qui en dépendaient, affectant 6,8 millions d'acres par le biais de près de 4000 lois d'enclosure. Au début du XXe siècle, environ 110 000 miles carrés avaient été enclos, une superficie plus grande que tout l'État moderne de l'Oregon. Les terres communales, autrefois omniprésentes dans la campagne anglaise, ne représentent aujourd'hui que 2,1% de la Grande-Bretagne. La charte de la forêt, qui a protégé les droits des roturiers pendant une période extraordinaire de 754 ans, a finalement été remplacée en 1971, mettant fin à la loi, la plus durable de l'histoire juridique anglaise. Les enclosures représentaient bien plus qu'une redistribution des terres. Elles constituaient une transformation culturelle, modifiant fondamentalement la relation entre les gens et la terre, entre la propriété et l'obligation, entre les droits individuels et les besoins de la communauté. La perte des ressources gérées par la communauté a éliminé les contrôles traditionnels sur la propriété privée absolue. La perte des droits coutumiers a supprimé le filet de sécurité juridique, qui avait empêché les plus pauvres de tomber dans une misère complète. Ce qui avait été une économie morale, où les droits de propriété comportaient des obligations sociales envers les pauvres, est devenu une économie amorale, où les droits de propriété étaient absolus, et où les pauvres n'avaient de droits sur personne. Il ne s'agissait pas de privilèges abstraits, mais de nécessités de survie. L'existence paysanne médiévale se tenait sur le fil du rasoir de la subsistance, totalement dépendante des résultats des récoltes, de la survie du bétail et des rythmes saisonniers. Un paysan adulte de sexe masculin avait besoin de 2900 calories par jour pour subvenir à ses besoins lors de travaux agricoles brutaux, tandis que les femmes adultes avaient besoin de 2150 calories. De nombreux paysans en consommaient beaucoup moins, vivant dans un état de semi-famine chronique.
Les droits communaux servaient de tampon contre le désastre complet. L'estovers, le droit de ramasser du bois de chauffage, signifiait ne pas geler pendant les hivers rigoureux où les températures chutaient et la neige recouvrait la terre. Le pannage, le droit de laisser les porcs se nourrir, signifiait du porc conservé fournissant des protéines essentielles pendant les mois d'hiver. Les droits de glanage signifiaient des céréales stockées pour les périodes de vaches maigres, lorsque les récoltes échouaient. Le droit de pêche signifiait du poisson pour compléter des régimes alimentaires inadéquats. Sans ces droits, la pauvreté ne signifiait pas seulement des difficultés, elle signifiait la mort. La grande famine de 1315 à 1317 illustre ce qui s'est passé lorsque les droits et les ressources ont fait défaut simultanément. Des étés froids et humides ont détruit les récoltes. Les moissons ont échoué dans tout le nord de l'Europe. Le bétail est mort de faim alors que le fourrage s'épuisait. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé au-delà de ce que les pauvres pouvaient se permettre. D'innombrables personnes sont mortes de faim et de maladie, la mortalité étant particulièrement concentrée parmi ceux qui vivaient déjà en marge. Pendant l'hiver de 1315 à 16, des gens désespérés ont consommé les semences qu'ils auraient dû garder pour les semis de printemps, s'assurant que la récolte de l'année suivante serait encore pire. Dans une existence aussi précaire, les droits communaux signifiaient littéralement la différence entre la vie et la mort. Leur criminalisation ne représentait pas seulement un changement juridique, mais une question de survie pour des millions de personnes. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, que pouvons-nous apprendre de cette transformation ? Les tensions entre la propriété privée et la survie n'ont pas disparu. Elles ont simplement pris de nouvelles formes. Les débats contemporains sur le sans-abrisme et les lois anti-flânerie font écho aux lois médiévales anti-squat, criminalisant toutes deux les pauvres pour avoir tenté de satisfaire des besoins fondamentaux. L'insécurité alimentaire persiste alors même que les supermarchés jettent des tonnes de nourriture comestible, soulevant les mêmes questions sur le glanage que la société médiévale a affronté. Les pauvres ont-ils un quelconque droit sur des ressources qui seront autrement gaspillées ? La propriété privée des droits sur l'eau par les entreprises crée des luttes modernes pour l'accès à cette nécessité la plus fondamentale, poursuivant les conflits médiévaux sur la question de savoir si l'eau peut être possédée de manière absolue. Les débats sur l'accès aux terres publiques. Les parcs nationaux devraient-ils autoriser la cueillette ? Les parcs urbains devraient-ils permettre la cueillette de fruits ? Reprennent la question fondamentale. Qui a le droit d'utiliser les ressources naturelles et dans quelles conditions ? L'Almansrätt suédois démontre que les droits communaux de style médiéval peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans la société moderne. Le modèle suédois prouve que l'accès public à la nature pour la cueillette et les loisirs est compatible avec la propriété privée, la protection de l'environnement et la gouvernance moderne. Il offre une preuve d'existence que des alternatives à la propriété privée absolue restent viables, que nous ne sommes pas piégés dans un seul modèle de gestion des ressources. Le mythe de la tragédie des biens communs, qui a été utilisé pour soutenir que seule la propriété privée peut empêcher l'épuisement des ressources, est complètement démystifié par les preuves historiques. Les communaux médiévaux ont été gérés avec succès pendant des siècles, grâce à la réglementation communautaire, à une limitation attentive de l'accès et à des normes culturelles d'utilisation durable. Ils n'ont pas échoué à cause d'un effondrement interne dû à la surexploitation, mais à cause d'une destruction externe par les enclosures, une privatisation imposée par ceux qui détenaient le pouvoir politique, et non un épuisement des ressources causé par les roturiers. Les légendes de Robin des Bois continuent de résonner parce qu'elles sont nées de griefs historiques authentiques concernant des lois sur la propriété qui protégèrent la chasse des nobles, tandis que les paysans mouraient de faim. Les histoires cristallisent une tension pérenne entre la loi et la justice, entre la propriété et la survie, entre les privilèges des puissants et les besoins des impuissants. La demeure de Robin des Bois dans la forêt en dehors de la loi, son vol aux riches pour donner aux pauvres, son défi au shérif de Nottingham qui appliquait des règles injustes, tous ces éléments parlaient aux publics médiévaux parce qu'ils reflétaient des conflits réels dans leur propre vie. Les légendes parlent au public moderne pour des raisons similaires,
Nous sommes toujours aux prises avec des questions sur la question de savoir si nos systèmes juridiques servent la justice ou protègent simplement les distributions existantes de pouvoir et de richesse. Ces aperçus historiques soulèvent des questions profondes pour la société contemporaine. Comment équilibrons-nous les droits de propriété avec les besoins humains? La propriété doit-elle être absolue? Ou peut-elle comporter des obligations envers la communauté au sens large? La propriété privée est-elle le seul modèle efficace pour gérer les ressources? Ou les communaux gouvernés par la communauté peuvent-ils fonctionner dans des contextes modernes? Quelles obligations avons-nous envers les personnes en situation de pauvreté? Pouvons-nous créer des équivalents modernes des droits communaux, qui fournissent des filets de sécurité pour les plus pauvres, sans revenir à des systèmes économiques pré-industriels? Il n'y a pas de réponse simple, mais comprendre l'histoire nous aide à voir que nos arrangements actuels ne sont ni naturels ni inévitables. Ce sont des choix que les sociétés ont faits, des choix qui peuvent être remis en question et potentiellement réimaginés. Le voyage des forêts médiévales aux droits de la propriété moderne, des stratégies de survie légale à la violation de propriétés criminelles, révèlent à quel point notre relation à la terre et aux ressources a radicalement changé. Ce que les paysans médiévaux tenaient pour acquis. Le droit de ramasser du bois de chauffage, de cueillir des baies, de glaner du grain, de pêcher dans les eaux communes, est maintenant presque universellement illégal dans le monde développé. Cette transformation raconte une histoire non seulement d'évolution juridique, mais de changements fondamentaux de valeurs, des obligations communautaires aux droits individuels, de la survie comme besoin reconnu à la propriété comme principe absolu. Comprendre cette histoire éclaire nos propres lois sur la propriété, non pas comme des caractéristiques naturelles de la société humaine, mais comme des constructions humaines, des produits de circonstances historiques spécifiques et de choix politiques particuliers. Lorsque nous regardons cette histoire avec les yeux d'aujourd'hui, nous pourrions nous demander à quoi ressemblerait un commun moderne? Pourrions-nous développer des systèmes qui protègent à la fois les droits de propriété et les besoins de survie? Pouvons-nous apprendre des succès et des échecs médiévaux pour créer des arrangements plus justes? Les réponses restent à écrire, mais les questions elles-mêmes sont cruciales. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers l'histoire médiévale et le monde perdu des droits communaux. J'espère que vous avez acquis une nouvelle perspective sur la façon dont les gens ordinaires naviguaient autrefois pour leur survie au sein de cadres juridiques qui reconnaissaient à leurs besoins, même imparfaitement. Peut-être voyez-vous maintenant les paysans médiévaux, non pas comme ignorants ou arriérés, mais comme des personnes utilisant des outils juridiques et coutumiers sophistiqués pour survivre dans des conditions difficiles, des outils qui ont depuis été supprimés. Si vous avez apprécié cette exploration de l'astuce de survie médiévale qui est illégale aujourd'hui, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire, le droit ou l'évolution des droits de propriété. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies de la vie médiévale, où nous remettons en question les idées reçues et découvrons les réalités complexes de la vie de nos ancêtres. Que pensez-vous des droits communaux et de la question de savoir si les sociétés modernes devraient reconnaître des principes similaires? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adorerais entendre vos points de vue. D'ici la prochaine fois, merci d'avoir regardé